aujourd'hui, un constat s'impose à l'heure actuelle, c'est ce qu'on a évoqué ce matin, l'affirmation d'une volonté de participation des usagers dans les politiques publiques. Les usagers du secteur sanitaire sont de plus en plus sollicités pour donner leur avis sur les besoins et les priorités en matière de santé publique. Participer, c'est avant tout prendre part, coopérer, s'associer. Et c'est de tout cela qu'on va parler sous l'animation de Guillaume, qui va pouvoir appeler nos deux prochains intervenants. Donc j'appelle Monsieur Antoine Giny, directeur stratégie et parcours à l'Agence régionale de santé de l'ARS, et le docteur Guillaume Fauvel, qui est directeur de la santé à la ville de Lyon. Merci à vous. Et Daniel Bidot, de l'UFC Que Choisir, qui est président de l'UFC Que Choisir, Puy-de-Dôme. Guillaume, je te laisse les clés du camion. Non, je vais me mettre debout, ne vous inquiétez pas. Merci à... Vous m'entendez bien là? C'est bon? Merci à tous les trois d'avoir accepté de prendre du temps pour cet événement, pour cette deuxième table ronde, effectivement, qui, comme Bertrand Vagnon a commencé à le dire, est consacrée à la participation, à l'élaboration des politiques publiques. Et quand je dis la participation, c'est bien évidemment la participation des représentants des usagers. Dit d'une autre manière, il s'agit de travailler plus spécifiquement sur la question du plaidoyer. Et comment on peut porter la voix des usagers, la voix des représentants des usagers, pour faire évoluer les politiques publiques dans un sens qui soit conforme à l'intérêt général et donc notamment conforme à l'intérêt des usagers qui sont les parties prenantes clés. Alors, très rapidement, nous avons donc trois acteurs. Antoine Giny de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, Daniel Bidot, UFC Que Choisir, et Guillaume Fauvel, médecin santé publique, directeur de la santé à la ville de Lyon. Lorsque nous avons préparé cette table ronde, il nous a paru simple de se concentrer sur deux questions. La première, c'est le pourquoi. La seconde, c'est le comment. Pourquoi la participation des représentants des usagers à l'élaboration des politiques publiques est essentielle et comment ensuite on s'en saisit, c'est-à-dire quels exemples d'action, avec la diversité des structures dans lesquelles vous êtes, quels apports on peut imaginer, mais aussi quels obstacles on rencontre et comment, surtout, on fait pour les surmonter. On va se concentrer beaucoup sur la question du comment, avec les trois aspects que j'ai commencé à évoquer. On va évoquer rapidement la question du pourquoi, parce que je pense qu'il y a quand même ici consensus sur l'utilité que peuvent apporter les représentants des usagers dans l'élaboration des politiques publiques. Mais parlons quand même brièvement de la question du pourquoi. Peut-être en commençant par vous, Monsieur Bidot, que pouvez-vous nous dire de cette importance du pourquoi? Alors, l'importance du pourquoi, c'est d'abord que, pour moi... Non, mais ça marche. Oui, ça marche. Oui, je crois que ça fonctionne ou pas? Vous m'entendez? Pas assez. Non, pas assez. Bon, alors je vais vous parler effectivement dans le micro. En fait, dans la question du pourquoi, moi j'intégrerai des notions de prévention quand même, parce que quelque part, dénoncer des situations et des situations intolérables pour les usagers, c'est aussi faire avancer les politiques publiques. Pour moi, la prévention, c'est justement dénoncer le fait que, comme on l'a dit dans le premier exposé, les lois d'accès aux soins ne sont pas appliquées pour les usagers. Et quelque part, il y a effectivement un problème d'accessibilité géographique et d'accessibilité financière qui n'est pas respecté pour tous les citoyens. Pourquoi ? Parce que il y a un texte qui est bien connu de tous, c'est « Les hommes naissent libres et égaux en droit », c'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, et on peut se poser la question pour les malades. Eh bien, pour les malades, le préambule de la Constitution de 1946, il prévoit que la nation garantit à tous la protection de la santé. Les questions, c'est qu'en est-il si on est dans une zone insuffisamment dotée en médecins et qu'on n'a pas les moyens de payer des dépassements d'honoraires?
Eh bien, ça, c'est une situation intolérable. C'est une situation que nous dénonçons et pour laquelle nous pensons qu'il y a effectivement des solutions. Mais ce sont des solutions qui doivent être volontaires au niveau politique. Quelque part, il faut se poser cette question. Pourquoi ? Parce que quand le professeur Louis Porte, qui était président du CNOM, vous savez, c'est le Conseil de l'Ordre, le 30 janvier 1950, il déclarait, dans un colloque sur le consentement du malade à l'acte médical, « L'usager est un incapable notoire, il appartient au médecin de décider ce qui est bon pour lui. » Eh bien, pour moi, ce qui est bon pour l'usager, c'est d'abord de respecter sa personne et de faire des choses en coordination entre le secteur médical et les usagers. Voilà pourquoi, dans cette petite introduction, je pense qu'il y a nécessité d'avoir des politiques publiques volontaires. Très bien, merci monsieur. Monsieur Gigny, en rebond. Alors oui, bonjour à tous. Je vais commencer par répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui a été posée en ouverture de la précédente table ronde sur un chiffre clé. Rappelez juste que nous avons aujourd'hui dans la région 824 représentants des usagers dans les CDU, pour un total de postes à pourvoir qui est de 1214. Voilà, on couvre à peu près 68% des postes. Il y a 3 ans, on était à 70%. Il y a un énorme travail qui est fait par France Asso Santé, hein, avec l'ARS sur justement la couverture de ces postes. Mais voilà, ce chiffre juste pour rappeler qu'il y a une vigilance à avoir quand même sur la place des représentants des usagers et la mobilisation aussi des usagers qui sont par ailleurs pris par de multiples autres représentations et activités. Alors je reviens maintenant à la question de la table ronde. Le pourquoi. Pour l'ARS, les associations d'usagers ne sont pas à côté du système de santé. Elles sont pour nous dans le système de santé. Et j'irai même plus loin, je dirais qu'elles sont un gage d'une condition de qualité, de légitimité et d'effectivité de la décision publique. Pourquoi ? Alors, parce qu'elles nous permettent de passer d'une politique qui est conçue pour les usagers à une politique construite avec eux et de plus en plus en partie évaluée avec eux aussi. Et au fond, c'est ça la démocratie en santé quand elle devient concrète. Sur cette question du pourquoi, 3 raisons principales pour moi. La première, c'est que pour l'ARS, Auvergne-Rhône-Alpes, la démocratie en santé, ce n'est pas un supplément de méthode, ce n'est pas un exercice de concertation qu'on ajouterait à la fin, ça a été dit tout à l'heure hein, par M. Rousset. C'est un principe qui doit être un principe d'action. Ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui élaborer sérieusement une politique régionale de santé publique sans associer les acteurs concernés à sa conception, à sa mise en œuvre et comme je l'ai dit, à son évaluation. Et donc dans cette logique, les associations d'usagers agréées occupent une place particulière parce qu'elles portent une parole qui est une parole organisée, une parole qui est structurée, formée, mandatée et une parole qui est durable aussi dans le temps. La deuxième raison, c'est qu'elles apportent une expertise que l'institution, et donc l'ARS que je représente, ne peut pas produire seule. Il y a une expertise administrative que nous avons, une expertise financière, une expertise de planification, une expertise statistique. Les professionnels de santé, de leur part, ont une expertise qui est une expertise clinique, territoriale, organisationnelle. Et puis, il y a une troisième expertise qui est essentielle, c'est l'expertise d'usage. Cette expertise, c'est celle du vécu des parcours, c'est celle qui rend visibles les ruptures, les non-recours, les renoncements, les difficultés d'accès aux soins, comme ça a été dit, des fois des incompréhensions aussi face au système, et puis tout ce qui constitue des obstacles dans l'exercice des droits. Autrement dit, les associations, elles nous aident à voir ce que les seuls indicateurs, et on en a beaucoup à l'ARS, ne suffisent pas à nous montrer. Elles permettent de voir les angles morts du système, je dirais. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'elles ne portent pas seulement une parole critique, elles ne doivent pas porter seulement une parole critique, elles doivent aussi porter une parole d'organisation et de participation. Et là, dans la région, nous avons une collaboration quand même qu'il faut souligner, qui est importante, qui dure depuis maintenant très longtemps, avec France Asso Santé, qui est identifiée comme l'organisation de référence. Ça a été dit, le FEDER, j'ai noté 130 associations agréées, elle forme des représentants d'usagers. Bon, je ne vais pas vous faire la publicité et la promotion de France Asso Santé, mais voilà, pour une agence comme la nôtre, ça compte beaucoup. D'avoir un interlocuteur de qualité, un interlocuteur qui soit aussi proche de nous. Ça veut dire que nous avons en face de nous des gens qui sont capables de transformer des constats de terrain
en contribution utile à la décision publique. Et au fond, nous avons besoin des associations agréées pour trois raisons qui sont très simples. Elles rendent la décision publique plus légitime, parce qu'elles portent une parole organisée et représentative, comme je l'ai dit. Elles la rendent plus juste, parce qu'elles nous aident à voir les angles morts des parcours et du système de santé. Et enfin, elles la rendent plus efficace, parce qu'elles ne doivent pas, elles ne se contentent pas d'alerter. Elles contribuent aussi à construire des réponses qui peuvent être testées et évaluées. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas théorique, hein, on l'a vérifié dans la région, on le travaille très concrètement avec tous les travaux que nous menons avec France Asso Santé sur la représentation des personnes en situation de précarité, sur le groupe sur la santé des jeunes. Ça montre bien que la participation des usagers, ça ne doit pas être un principe général, ça doit produire des effets sur la manière dont on construit l'action publique. Voilà ce que je voulais vous dire sur le pourquoi. Merci infiniment pour ces éléments précis et concrets. Monsieur Fauvel ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour cette invitation. Alors, moi, je représente la ville de Lyon et effectivement, on partage ce que vous avez dit, Monsieur Gini, c'est-à-dire qu'on est exactement sur la même vision. Hein. Encore une fois, l'expertise des usagers, elle est majeure, elle est importante. On veut la reconnaître évidemment dans les politiques de santé qu'on développe localement. Ça, c'est un des éléments. Je ne vais pas redétailler. La question également pour nous, de développer la démocratie sanitaire, et on a envie avec vous aussi de pouvoir développer cette vision de démocratie sanitaire dans ce qu'on met en place dans les politiques lyonnaises autour des enjeux de santé. Et puis aussi parce qu'on croit que les politiques publiques sont quand même plus efficaces aussi quand elles sont construites avec les représentants des usagers. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a besoin d'avoir une interaction dans les projets qu'on construit. Alors, je pense que ce qu'on dit est quelque chose qui est reconnu maintenant par tous. Heureusement, on n'avait plus en 1950. Et les choses ont largement évolué. Alors, encore qu'il y a encore du boulot, on est bien d'accord. Et on va parler des freins tout à l'heure. Mais globalement, en tout cas, nous, on essaye vraiment de faire vivre cette dynamique, ce partenariat, cette démocratie sanitaire. Et on le fait sur des exemples que je vais vous citer et qu'on reprendra tout à l'heure, comme le contrat local de santé, dans lequel France Asso Santé a une place importante, et on y tient, et on a besoin de la développer. Et puis on le fait également sur des projets, en fait, quand on essaie de construire des politiques autour des enjeux de santé environnementale, des enjeux de promotion de la santé. Et puis maintenant, on est aussi sur des enjeux, ce qu'on appelle One Health, une seule santé, avec une vision beaucoup plus globale qui englobe les enjeux de santé humaine, de santé animale, de santé des écosystèmes, santé environnementale. Voilà, là aussi, on est convaincu qu'on sera plus pertinent, plus efficace si on fait avec les représentants des usagers, avec les représentants des habitants. Et puis, peut-être dernier point, juste, on a une nouvelle équipe municipale, avec le même maire, mais une nouvelle équipe quand même municipale. Un projet de mandat là, qui va évidemment maintenant, d'un programme, va se construire pour les 6 prochaines années. Et peut-être que vous l'avez lu, en tout cas les enjeux de démocratie sont vraiment au cœur du programme de l'ex-candidat Grégory Doucet. Donc voilà, donc l'équipe municipale qui est actuellement aux manettes pour 6 ou 7 ans, vraiment fait des enjeux de démocratie quelque chose de très fort. Et nous, on a en tout cas une injonction à faire, alors déjà faire avec les représentants, construire avec les représentants des usagers, construire avec les habitants, c'est ce qu'on essaye de faire. Et là aujourd'hui, franchement, la ville et les élus et le maire veulent aller beaucoup plus loin. Ils veulent passer du construire avec vraiment à du faire avec, mais sur des choses très concrètes. Donc ça, c'est un challenge pour nous aussi. Il va falloir qu'on travaille sur ces enjeux-là. En tout cas, il y a cette volonté de continuer à progresser sur cette route. Voilà, on est ensemble à avancer sur tous ces enjeux de santé publique. Très bien, merci infiniment. Après le pourquoi, le comment étant probablement encore plus important. 3 points que je vous annonçais, on va se concentrer d'abord sur le premier, c'est-à-dire les traductions, les manifestations. Comment concrètement on accorde une place aux représentants des usagers et on leur permet de participer à l'élaboration des politiques publiques. Alors on va troubler un petit peu l'ordre de passage précédemment donné en vous donnant la parole, Monsieur Gini. Avec votre regard de directeur de la stratégie des parcours au sein de l'ARS, comment à l'ARS vous saisissez par les actions de cette participation ?
Alors, je crois que là-dessus aussi, il faut être clair, hein, la bonne place, elle doit pas être symbolique, elle doit pas être non plus cantonnée à une consultation en bout de chaîne, elle doit être, je l'ai déjà dit, à toutes les étapes. En amont, parce qu'il faut associer, il est indispensable d'associer les représentants des usagers à l'identification des besoins et à la priorisation. Je crois que là, le premier apport des représentants d'usagers, c'est d'être des capteurs qualifiés du réel. On peut le dire comme ça. Parce que ça nous permet d'aller au-delà d'une lecture strictement institutionnelle des besoins. Ça nous aide à mieux comprendre ce qui se joue réellement dans les parcours, en particulier pour des personnes, des publics moins visibles ou plus éloignés des formats classiques de représentation. Et là, c'est tout le travail, je souligne à nouveau, qui est mené notamment avec le groupe des personnes en situation de précarité, où là, on a des personnes qui sont vraiment aujourd'hui dans une situation de précarité, qui viennent exprimer leurs besoins et aussi la manière dont elles vivent leur parcours dans le système de santé. Et puis il y a aussi la place que doivent avoir les représentants des usagers pendant la construction de ces politiques. Elle doit être réelle. Et on s'efforce, nous en tout cas, à l'agence de le rendre réel dans les groupes de travail, dans des instances, dans les démarches territoriales. On a associé la représentation d'usagers à l'évaluation du précédent schéma régional de santé. On va associer la représentation des usagers, alors à travers la CRSA, à travers les CTS. Je veux juste rappeler qu'on a 120 membres à la CRSA, le collège des usagers, c'est 24 membres et leurs suppléants, donc c'est un collège important. Et le président est issu du collège des usagers aujourd'hui. Donc voilà, la participation des usagers, elle ne doit pas se résumer à un avis en fin de circuit. Ça a été dit tout à l'heure par M. Rousset. Elle doit être présente dans la fabrique même de la décision, dès lors qu'on parle de parcours, de droit, de qualité d'accès aux soins ou d'acceptabilité même des dispositifs. Et puis pendant la mise en œuvre, et là, les représentants d'usagers, nous considérons qu'on doit les prendre comme des véritables partenaires dans la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs. Et là, je crois que c'est un point important qu'il faut souligner. Accueillir les associations d'usagers, c'est pas juste leur donner un siège à la table. C'est leur donner des conditions d'exercice, c'est leur donner des interlocuteurs identifiés, c'est leur donner de la lisibilité aussi, un calendrier et puis surtout des suites données à leurs contributions. Si je reprends mes exemples des groupes jeunes et personnes en situation de précarité, on a repris certaines, pas toutes, mais on a repris certaines des propositions qui ont été émises par ces deux groupes dans la construction du dernier schéma régional de santé. Voilà, donc c'est pour tout ça pour dire que ce partenariat que nous avons avec France Asso Santé, elle illustre bien cette logique. Ça couvre des champs d'action très concrets. Nous avons une convention sur des actions sur les CDU, sur les droits dans les établissements et services sociaux, médico-sociaux, sur les personnes qualifiées, sur les CVS et l'expression des jeunes donc et des personnes en situation de précarité. Voilà, on n'est pas simplement dans un affichage de principe. On est dans une logique avec France Asso Santé qui est une logique de travail, d'outillage, de suivi et d'évaluation. Et enfin, l'évaluation, justement, et là aussi, la place, elle est essentielle. Une démocratie en santé mature, c'est pas une démocratie où on écoute et puis on décide seul. C'est facile, on peut le faire très simplement. Je crois que c'est une démocratie plutôt où on doit restituer, on doit ajuster et on doit toujours réinterroger ensemble les effets concrets de nos politiques et de tous les dispositifs que nous mettons en œuvre. C'est ça, au fond, la boucle d'amélioration continue vers laquelle on doit tendre. Tout n'est pas parfait aujourd'hui, mais je crois que voilà, il y a un objectif et une cible, et c'est vers ça que nous devons tous aller. Et je crois qu'il y a un point d'équilibre aussi qu'il faut que nous assumions. On n'attend pas des associations agréées qu'elles valident nos choix. Nous attendons surtout qu'elles nous aident à mieux décider. La relation utile, c'est pas une relation d'alignement, c'est pas une relation non plus de pure opposition. Pour moi, c'est une relation de dialogue, et un dialogue qui est exigeant, qui doit être fondé sur la confiance, sur la capacité d'alerte aussi de la part des associations et de recherche d'une amélioration concrète. Alors pour nous, ça suppose aussi une exigence côté ARS, d'être lisible, d'être disponible, de donner des suites et de faire en sorte que la participation ne soit pas simplement sollicitée, mais qu'elle soit réellement prise en considération. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Fauvel, votre regard du côté de la ville de Lyon sur ces manières d'agir, ces actions ?
Alors, je vais reprendre l'exemple du contrat local de santé. Juste pour vous donner un peu le cadre, les villes n'ont pas de compétences santé. Donc, à Lyon, on a juste quelques compétences qui sont liées aux polices sanitaires du maire, ce qu'on appelle les missions du service communal d'hygiène et de santé. Mais bien au-delà de ces missions, de ces quelques missions réglementaires qui sont importantes, en fait, il y a eu un choix politique depuis des années, même ça fait plus de 100 ans qu'à Lyon, il y a une politique de santé publique qui est portée de manière forte. Et là, aujourd'hui, elle prend de l'ampleur. Donc, le contrat local de santé, c'est ce qui construit aujourd'hui notre stratégie de santé avec les acteurs du territoire sur des sujets qui sont autour de la santé environnementale, des environnements favorables à la santé, autour de la prévention, autour de l'accès aux soins, autour de la coordination entre les acteurs, et maintenant avec un cinquième axe qui est vraiment dédié à cet enjeu, une seule santé, One Health, cette vision systémique et globale. On est dans le domaine de la politique volontariste, très fortement. Et on est aussi dans le domaine, pour nous, on sait que la coordination entre les acteurs, elle est absolument fondamentale. Et c'est là-dessus qu'on essaie de jouer, chacun étant à sa place. Nous, on essaie de faciliter le lien entre les besoins, les interactions avec ces acteurs pour pouvoir répondre collectivement de manière la plus efficace. Donc les usagers, ils sont au cœur de ça. Enfin, les usagers et les habitants, ils sont évidemment au cœur de cette dynamique-là. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le contrat local de santé. C'est-à-dire que dans la construction du CLS en 2022, il y a eu un certain nombre de consultations qui avaient été réalisées auprès des habitants. Moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais il y avait eu quand même pas loin de 2000 contributions qui avaient été apportées par des représentants, donc des habitants, des professionnels, des institutions. Et tout ça avait permis de construire, en tout cas, une stratégie, de prioriser des besoins et de proposer en tout cas des axes d'intervention. Donc cette masse de diagnostic, en tout cas de retour, elle a été absolument fondamentale pour co-construire en tout cas ce contrat local de santé. Et encore une fois, l'expertise des usagers, elle était absolument nécessaire. On aurait aimé qu'elle soit peut-être un peu plus prise en compte, un peu plus forte, mais peut-être que ça rejoint ce que vous évoquez par rapport à la représentation aussi dans les sièges qui aujourd'hui sont à la disposition des associations. Et nous aussi, on a notre boulot à faire pour améliorer ça. Dans la gouvernance du contrat local de santé, on a aujourd'hui un pilotage ville et ARS avec France Asso Santé, et un représentant des URPS, des unions régionales des professionnels de santé. Et ça aussi, c'était quelque chose de très fort pour la ville de Lyon. En tout cas, c'était une volonté politique d'avoir France Asso Santé en tant que vice-président, en tant que pilote, membre du COPIL du contrat local de santé, et également dans le conseil scientifique du CLS. Pour, là aussi, pouvoir, dans cet espace-là, qui est une instance d'interaction une instance indépendante entre des acteurs qui sont des acteurs plutôt du monde académique et de la recherche et de l'expertise d'usage représentée par France Asso Santé, donc pouvoir interagir avec le projet global du contrat local de santé. Ce contrat local de santé, il va se terminer en 2027. La fin 2026, on va commencer le processus d'évaluation. En 2027, on va avoir une année où on va relancer, en tout cas, un travail de diagnostic, de réactualisation des diagnostics. Et notre ambition, c'est de pouvoir intégrer encore plus la parole des habitants et des usagers. Puis le deuxième point que je voulais mentionner, c'était que en fait, sur le comment, on a plein de portes d'entrée. Alors nous, on a nos portes d'entrée santé, et à la ville de Lyon, il y a d'autres espaces qui sont des espaces dans lesquels les habitants, les représentants des citoyens peuvent aussi prendre une place, qui sont les instances de quartier, les comités de quartier, le BUPA, le budget participatif, etc. Donc tout ça, tous ces leviers sont des leviers qui, au niveau municipal, en tout cas, sont des portes d'entrée pour pouvoir faire plus de démocratie tout court, au-delà de la démocratie sanitaire. Et ça nous permet aussi, je pense, ça intègre davantage cette dynamique participative dans le travail des équipes de la ville de Lyon. Donc, on a plusieurs entrées. Donc, nous, on a la nôtre, démocratie sanitaire, contrat local de santé avec France Asso Santé. Mais je pense que tout le travail qui se fait sur d'autres champs et sur d'autres thématiques nourrit, en tout cas, cette volonté politique de nous emmener, nous, les services, vers plus de participation. Voilà. Ça reste challenge, mais on essaie d'avancer. Merci beaucoup, Monsieur Bidault. Donc, de votre regard sur les exemples d'action, par exemple ?
Oui, alors sur les représentations, moi je dirais que il y a de nombreux RU effectivement en santé et qui représentent toutes les associations dont Que Choisir Ensemble, puisque Que Choisir Ensemble, c'est la nouvelle dénomination de l'UFC Que Choisir, à partir de demain. Voilà, je vous le dis en avant-première. Mais quelque part, je crois que cette représentation des RU n'est pas suffisante et qu'effectivement, il faut aussi que les usagers prennent toute leur place dans les instances démocratiques de représentation en santé et ailleurs. Il y a effectivement les CLS, vous en avez parlé, hein, les comités locaux de santé qui sont des endroits où on peut faire avancer, je dirais, des idées nouvelles sur la participation des citoyens à leur propre santé, et ça c'est très important. Il y a effectivement la participation avec les URPS, parce qu'effectivement, là aussi, l'invitation de certains organismes de professionnels à faire participer les usagers peut être un élément très positif en termes d'amélioration justement de ce dialogue avec les professionnels. Il y a les CTS aussi, hein, les comités territoriaux de santé, dans lesquels on aimerait qu'il y ait plus d'élus, parce que très souvent, nous nous retrouvons un petit peu seuls dans ces comités territoriaux. Ce sont des instances démocratiques de représentation dans lesquelles, effectivement, se discute la santé des territoires. Ça n'est pas toujours le cas et c'est un petit peu dommage. Alors, petits exemples simplement. Et effectivement, vous l'avez dit, au niveau de l'ARS, nous sommes des capteurs qualifiés du réel. Alors, comme nous sommes des capteurs qualifiés du réel, moi j'ai envie de vous renvoyer deux questions. Une première que nous vous avions posée il y a 2 ans sur une carte des pesticides de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à laquelle nous n'avons jamais eu de réponse. Et une deuxième sur la question de l'accès aux soins en 2023, pour laquelle nous vous avions interrogé également et pour laquelle nous n'avons pas non plus obtenu de réponse. Alors, capteur du réel, certes, mais ce capteur, quand il n'a pas d'écho, quand il n'a pas de réponse, je dirais qu'il est un petit peu sans objet. Ou plus exactement, il est obligé de passer au stade supérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de réponse ? Eh bien, on organise en fait des campagnes qui sont des campagnes nationales. C'est vrai que quand on dit « j'accuse l'État », c'est un petit peu grandiloquent. Seulement, quand vous avez fait la même étude en 2012, quand vous avez fait la même étude en 2016, que vous l'avez refaite en 2022, et que vous vous retrouvez sans réponse des autorités, eh bien, à ce moment-là, vous passez au stade supérieur. Et vous allez même jusqu'à interroger la Constitution pour pouvoir avoir une réponse, je dirais, légale par rapport à vos questions. Donc, on intervient localement. Bien sûr, on dénonce les situations locales. Moi, dans le Puy-de-Dôme, en 2023, on a dénoncé le fait qu'on avait encore une dégradation du point de vue des ophtalmologues, une dégradation au point de vue des gynécologues, des pédiatres et des médecins généralistes. Cette dégradation, on l'a constatée pendant 10 ans, 20 ans. Et quelle est la situation à l'heure actuelle ? On a des sparadraps. C'est-à-dire qu'on a des petits bouts de solutions qui arrivent par-ci, par-là, qu'on voit à la télé. Hein. On fait venir des avions pour emmener des médecins à un endroit pour faire des permanences. On crée des maisons de santé parfois qui se concurrencent les unes les autres. Il y a réellement une coordination des politiques de santé qui manque. Moi, je dis, il y manque des pilotes dans l'avion. Et l'ARS est assez bien placée pour assurer une petite coordination de ce point de vue-là. Et c'est un petit peu dommage qu'elle ne le fasse pas plus souvent. C'est vrai aussi que les autorités municipales ou autres peuvent peut-être, je dirais, intervenir pour donner un principe d'égalité d'accès aux citoyens dans l'étendue de leur commune. Et ça aussi, c'est une difficulté. Donc, quelque part, il y a effectivement des dimensions locales, des dimensions régionales et puis des dimensions nationales. Comment faire ? Quand on n'a pas de réponse locale, c'est vrai que souvent, on est obligé de déclencher une mobilisation nationale.
Merci monsieur, vous nous avez permis de traiter la dernière question qui est l'apport mais aussi l'obstacle ou les obstacles rencontrés. Et peut-être pour finir, un mot par monsieur Fauvel, par monsieur Gini sur ces apports et ces obstacles et peut-être si vous le souhaitez directement répondre, à moins qu'on ne le fasse au gré des échanges. Monsieur Fauvel. J'ai droit à 3 mots, éventuellement. Non, rapidement, je pense que juste dire que, en fait, on va avoir encore quelque chose qui va être très intéressant, qui va être que la municipalité s'engage à développer, qui est le droit d'interpellation par les citoyens de la ville de Lyon. Donc, je pense qu'il va y avoir plein de sujets de santé qui vont sortir via ce droit d'interpellation, en particulier sur les enjeux de santé environnementale. Donc, on va voir comment on va gérer, mais clairement, ça va également nous mettre au pied du mur, et c'est une très bonne chose. On a également un engagement de la ville de Lyon à développer l'offre de soins, en tout cas à contribuer à développer l'offre de soins avec des maisons de santé. Voilà. En tout cas, on veut pouvoir soutenir l'offre de soins sur le territoire. Et je pense que là aussi, si on veut créer des nouvelles structures, on veut qu'elles soient clairement tournées vers la démocratie participative. Donc, il y aura des choses à innover, il y aura des choses à inventer avec les représentants des usagers. En tout cas, ça, c'est la volonté politique. Donc le dernier mot, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire encore ensemble. Nous, on essaye d'avancer. C'est pas toujours simple. On n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a un sujet également, je veux dire, culturel. On a des collègues techniciens qui sont pas toujours les plus ouverts, en tout cas à la démarche de démocratie sanitaire. Donc on les embarque. Enfin, en tout cas, nous, on fait un travail. On se soigne aussi, du coup. Mais on a besoin de vous. Voilà, ça que je veux dire. On a besoin de vous pour que vous saisissiez les espaces, qu'on vous en donne plus, que vous saisissiez les espaces, qu'on arrive à cheminer ensemble. Et je pense que le plaidoyer que vous portez, et vous allez rencontrer, en tout cas France Asso Santé, on va organiser une rencontre avec notre nouvel élu, le plaidoyer que vous portez ensemble, toutes les associations, pour moi, est très important pour nous permettre aussi d'avancer sur le chemin là, de la démocratie et de la participation. Merci beaucoup, monsieur Gini. Pour finir. Oui, alors je ne vais pas engager un débat avec monsieur sur l'accès aux soins, mais juste rappeler que malheureusement, il n'y a pas de fabrique de docteurs dans les sous-sols de l'ARS, que nous faisons avec ce que nous donne la réglementation, ce que vous appelez des sparadraps, sont des dispositifs que nous portons pour justement essayer de faciliter l'installation des professionnels de santé. Nous le portons avec l'assurance maladie. Il y a un principe qui est encore celui de la liberté d'installation. Là, je vous renvoie aux parlementaires. Voilà, nous, on ne peut pas aller au-delà de ce que la législation prévoit. Alors pour répondre à la question et au dernier point, je crois qu'on doit tous avoir un enjeu commun, c'est de faire en sorte que la parole des usagers ne soit ni décorative, ni intermittente, mais véritablement structurante. Et quand on arrivera, parce qu'il y a encore des progrès à faire, à ce que ce soit effectif partout, là on pourra dire que la démocratie en santé cessera d'être un principe abstrait et qu'elle deviendra un véritable levier d'amélioration des parcours. Je crois que c'est vers ça qu'on doit tous tendre aujourd'hui, pas seulement l'ARS, mais la représentation des usagers, les collectivités locales, les associations et les différentes institutions. Et c'est cette ambition que je porte et que nous portons au niveau de l'ARS et que nous continuerons à porter ensemble. Très bien, merci infiniment à tous les trois pour ces échanges riches. Et avant de commencer les échanges, je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. On a 10 minutes de questions, 2 questions possibles. C'est timé. On aura la deuxième ici. Bonjour. J'avais une question. Je suis Mathilde Canet. Pour l'instant, je ne suis pas encore RU, mais j'espère le devenir. En fait, il y a beaucoup de postes proposés pour les RU, mais il y a beaucoup moins de personnes qui sont RU. Et comment est-ce que vous souhaitez que ces postes soient, entre guillemets, avec des gros guillemets, plaisants à être attractif, voilà, c'est comme on me le souffle, être attractif pour des personnes qui pourraient devenir RU ou des personnes ou des usagers de la santé et qui pourraient éventuellement vouloir ou qu'on propose qu'elles deviennent RU parce qu'elles sont très engagées.
Une question pour vous. Oui, je Oui. ne sais pas à qui c'est. Daniel, peut-être. Alors oui, écoutez, je vais prendre ma casquette de représentant national puisque je suis au bureau de France Asso Santé et je voulais simplement vous dire qu'il y a d'abord la formation. Il y a d'une part une pré-formation qui peut donner envie justement aux RU de devenir RU, ou plus exactement aux candidats RU je dirais d'avoir plus de précision sur ce que peut être le fait d'être RU. Ensuite, il y a la formation RU en avant, qui est la formation, on va dire, intégrée de France Asso Santé sur justement la représentation elle-même et qui, je crois, est très complète. Et puis, il y a les associations qui complètent parfois aussi cette formation en donnant des formations supplémentaires sur leur rôle dans le domaine de la santé. Bon, c'est le cas pour Que Choisir Ensemble, en l'occurrence. L'objectif, en fait, c'est effectivement d'obtenir et d'être plus attractif parce que la représentation des RU, on le sait, elle use. Elle use. On sait aussi que dans la durée, c'est complexe, c'est difficile, et il faut effectivement avoir tout au long, je dirais, du mandat des RU, à la fois des formations, des informations et des échanges. Alors ça se fait à France Asso Santé, il y a effectivement des réunions qui se font dans les différents départements de la région. Et ça, c'est très important parce que ça permet d'échanger sur ces difficultés, sur la manière dont on fonctionne au niveau d'une CDU. Et puis, on peut avoir aussi, je dirais, des éléments complémentaires si on veut avoir des formations, on va dire, sur des aspects spécifiques de la représentation. Alors, soit parce qu'on est dans une instance dirigeante d'établissement, soit parce qu'on veut tout simplement aller plus loin dans l'information. Il y a beaucoup d'instances de représentation. Hein. Moi, j'ai fait partie effectivement d'une instance qui s'appelle la C2ESP, qui est une instance de la HAS qui évalue les médicaments. Donc, vous voyez, on va jusque-là au niveau de la représentation des usagers. Et quelque part, cette représentation implique une formation, puisque nous ne sommes pas forcément ni des médecins, pour certains, ni en tout cas des gens spécialisés dans la santé. Et à partir de là, c'est vrai que France Asso Santé a un rôle de formation, et je dirais que chaque établissement aussi a un rôle de formation, et dans les établissements, il y a une politique de formation à laquelle on peut demander à participer en tant que représentant des usagers de l'établissement. Merde. Ah. Ouais. Oui, juste aussi, je pense que à nous aussi, en particulier nous, par exemple, collectivités locales, de créer les espaces pour qu'il y ait de l'interaction avec les représentants des usagers. Donc, je pense juste à l'exemple de la boussole du bien-être à Lyon, dans lequel il y a eu un travail qui a été fait avec plusieurs habitants sur des enjeux de santé, qui s'est fait en soirée et qui s'est fait avec des réunions en soirée le samedi. Donc, en tout cas, c'est vrai que ça bouscule nos manières à nous de travailler. On essaie de prendre en compte, évidemment, les possibilités, mais voilà, tout ça pour dire que dans les échanges et la manière de travailler ensemble, avec France Asso Santé, on a besoin encore une fois de votre soutien, c'est d'arriver à trouver les espaces et les bonnes modalités pour que la représentation des usagers puisse se faire, en tout cas que les échanges entre la représentation des usagers et nous puissent se faire. Si ça se fait qu'en journée, aux horaires de bureau, on n'aura que des retraités. Donc il y a vraiment un travail de notre côté et on essaye de le faire en tout cas pour pouvoir répondre à vos besoins et à vos disponibilités. Et peut-être aussi d'autres modalités à inventer. Monsieur Gigny, on rebond sur le rebond. Oui, non, juste rapidement, c'est vrai que c'est un rôle de France Asso Santé d'assurer la formation des RU. Nous, il nous appartient, par contre, de bien expliquer aux membres des différentes instances, enfin, ça ne concerne pas que les RU, c'est RSA, CTS, quel est leur rôle dans cette instance, donc de bien savoir aussi présenter les instances. On a eu des cas où les gens sont arrivés avec plein de bonne volonté parce qu'ils pensaient que, par exemple, dans les CTS, ils allaient copiloter la politique de santé au niveau territorial. On n'en est pas encore là. Donc voilà, il faut bien expliquer, et donc après, ça crée des frustrations, des déceptions, et les gens ne viennent plus, et on se retrouve avec des sièges vides. Alors sur la formation, c'est vrai que nous aussi, quand on le peut, on intervient en soutien de France Asso Santé. Il y a quelques années, pendant
2 ans, on a financé aussi une formation des RU dans les établissements de santé mentale, parce qu'il y a une particularité aussi à représenter les usagers dans les établissements de santé mentale. Donc voilà, il y a eu ces 2 sessions de formation. Quand nous le pouvons, nous le faisons. Il y a des contraintes budgétaires qui ne vont pas s'améliorer. Donc on essaye de voir, chaque fois que c'est possible, comment on peut nous aussi apporter notre pierre à l'édifice. Merci. Merci monsieur. La seconde question. Oui, sur le chemin de la seconde question, la question de la créativité, comment entre nous et comment on débat le rôle et l'impact des associations agréées, il faut aussi se prendre pour soi, c'est-à-dire qu'au sein des associations agréées, la question de l'attractivité et de la démocratisation de la démocratie en santé, elle est importante. Tout à l'heure, on évoquait la loi qui dit que dans les CLS, il faut des personnes en situation de précarité, il faut des personnes en situation de handicap. Il faut peut-être qu'on s'applique aussi à nous-mêmes, associations agréées, cette question de la diversité et comment on rend attractif à des profils qui ne sont pas aujourd'hui majoritaire au sein de nos associations, l'envie de faire du bénévolat et les conditions du bénévolat. On est très exigeant avec les autres acteurs. Il faut peut-être aussi qu'on s'applique cette exigence à notre mouvement aussi associatif. Mais je passe la parole à la deuxième question. Alors, Paul Bombroy, Union régionale des associations familiales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, simplement, en réponse à votre question, je veux dire, notre union régionale regroupe toutes les UDAF des différents départements et on fédère les différentes associations aussi, donc les associations de handicap. Pour moi, je ne voulais pas revenir donc sur la question qui a été évoquée tout à l'heure de la liberté d'installation des professionnels de santé et par voie de conséquence, justement, la question des déserts médicaux qui devient quand même très cruciale dans certains départements. Je suis aussi vice-président du DAF de l'Ardèche et on fait partie des départements, j'allais dire, champions, si on peut dire, dans cette question-là. Mais je voulais revenir sur, poser la question des CTPS, puisque ça n'a pas été évoqué. Je n'ai pas entendu parler de ce terme de CTPS ce matin. Et donc, justement, de l'intérêt éventuellement d'une représentation des usagers dans ce terme de CTPS, puisqu'il y a marqué coordination des professionnels de santé, mais on n'entend pas parler des usagers à ce niveau-là. Ils auraient, je pense, leur mot à dire. Je vous invite à rester à la troisième table ronde, puisqu'on aura un représentant d'une CPTS qui est juste devant. Est-ce qu'on... Ça fait une très bonne transition. Ça fait une très bonne transition. Est-ce qu'on peut se la garder pour la troisième table ronde ? Oui. On peut conclure, Guillaume... Merci de cette magnifique animation. Merci à monsieur Antoine Gini, Daniel Bidot et Guillaume Fauvel de nous avoir éclairés. Avant de passer à la troisième table ronde, on voulait proposer à François Delahaye de nous faire une petite respiration graphique et nous, voilà, en 5-10 minutes, peut-être vous projeter pour celles et ceux qui sont un peu éloignés, qui ne voient pas le travail en cours d'illustration graphique. Merci à tous les quatre pour cette table ronde très éclairante. Pardon, c'est vraiment la débeauté. On est en direct. Est-ce que je laisse le micro ? Merci beaucoup. C'est ça, c'est une vraie respiration. Ne partez pas. Il y a une troisième table ronde sur les CPTS, qui sont effectivement un acteur fondamental. La loi n'organise pas encore une représentation obligatoire de représentants d'usagers en leur sein, mais certaines vont au-delà de la loi. Ah, là, ça a l'air mieux. Ça arrive. Ça fonctionne. En fait, je voulais juste vous donner quelques clés de lecture parce qu'en fait, dans ce que j'ai fait pour l'instant, les éléments de structuration visuelle ne sont pas encore très présents. Donc, on a un florilège de tout un tas de
choses que j'ai pu noter, qui sont organisées d'une certaine façon, mais que vous ne pouvez pas encore voir, puisque je rajouterai après ce qui va permettre de voir mieux comment c'est organisé. Mais le principe, c'est qu'on a un panorama global du système de santé, voilà, qui est au fond un petit peu comme ça, mais en fait qui recouvre un peu tout ça. On a les usagers que j'ai mis au centre du parcours de soins et au centre, quelque part, du système de santé, avec principalement la parole des associations donc d'usagers plutôt vers le bas, mais qui évidemment fait écho à ce qu'il peut y avoir au-dessus, qui peut être dit directement par des usagers ou qui concerne la situation des usagers. Donc je ferai les liens après, mais simplement pour vous dire, voilà, on a en arrière-plan le système de santé, le parcours de santé, les usagers au centre, l'élaboration des politiques publiques qui est plutôt en arrière-plan, on va dire, qui est une contrainte un peu comme des nuages ou un brouillard ou quelque chose qui environne ce système de santé, bon, qui forcément impacte à ce niveau-là. Et puis j'ai situé ici l'intervention éclairante du début donc, de cette matinée, qui est plutôt en partie basse, et qui peut aussi avoir quelques liens. Donc pour l'instant, effectivement, c'est un peu un florilège de notes, et je suis désolé parce que ça marchait tout à l'heure et ça ne marche plus, donc j'arrive plus à connecter. Merci en tout cas de cette participation à cette journée, et le produit final sera exposé au 128 rue de Créqui toute l'année dans notre bureau. Donc voilà, si vous voulez à l'issue de cette journée venir voir le travail final, vous serez les bienvenus dans nos bureaux. Merci beaucoup. Bravo.